Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler de spectres lumineux. Alors tout d'abord, un petit rappel de ce que nous avons fait lors du dernier cours. Donc la dernière fois, nous avons étudié le spectre de lumière émis par des corps chauds. Donc, je rappelle que les corps chauds, ce sont des objets solides, liquides, donc des objets faits de matière dense, ou à la limite encore des gaz, mais à haute pression, donc là aussi où les particules de la matière seront relativement denses. Et nous avons vu que ces corps chauds, comme par exemple ici le filament de ces lampes, émet de la lumière qui possède un spectre continu. Donc un spectre qui contient une infinité de radiations de différentes couleurs, sans aucune interruption entre elles. Et pour l'instant, nous avons utilisé ce spectre dans l'objectif d'évaluer la température de l'objet. Donc la température de l'objet pouvait être évaluée en observant bien le spectre et en regardant quelles étaient les couleurs prédominantes dans ce spectre. Par exemple, ici dans cette lampe, nous avons un spectre de lumière qui est très chargé en rouge, mais qui est relativement pauvre dans les zones de faible longueur d'onde, dans les zones du bleu et du violet. Ce qui indique que la température du filament de cette lampe n'est pas si élevée que ça. Par contre, plus on va vers la droite ici de l'image, plus la lampe se trouve à une température élevée, et on voit alors que le spectre s'enrichit en radiation de faible longueur d'onde, c'est-à-dire, d'une façon plus simple, que le spectre s'enrichit en bleu. Donc voilà, plus le spectre est décalé vers le bleu, plus la température est élevée, plus le spectre est décalé vers le rouge, plus la température est basse. Donc par exemple ici, ce morceau de fer est placé à des températures différentes, et donc on peut voir qu'au fur et à mesure que la température augmente, le spectre, qui d'ailleurs ici ne présente pratiquement aucune lumière visible, on sera surtout dans l'infrarouge, commence à présenter du rouge, puis du jaune, puis du vert, et puis le spectre petit à petit s'enrichit en bleu, puis en violet, au fur et à mesure que la température augmente. Finalement, vu encore sous une autre perspective, et ici appliqué au domaine de l'astronomie pour évaluer la température des étoiles, donc nous avons ici, plus qu'un spectre, cette courbe que l'on appelle un profil spectral. Lorsqu'on observe ce profil spectral dans l'objectif d'évaluer la température d'une étoile, ce qui importe, c'est d'observer le pic de la courbe. Donc ici, le pic de la courbe se trouve plus ou moins dans cette zone, dans des longueurs d'onde ici exprimées en angstrom, donc assez élevées. À l'opposé, si on observe ici le profil spectral de cette étoile, nous observons que le pic de la courbe, on l'obtient cette fois pour des longueurs d'onde relativement faibles. Le cas du milieu ici étant un cas intermédiaire. Donc dans cette étoile rouge, si on reste confiné ici, confiné c'est pas le bon mot en ce moment, mais si on reste limité à la zone du visible, relativement à la courbe du profil spectral, nous pouvons voir que cette étoile émet beaucoup dans les radiations rouges, par contre elle émet peu dans les radiations violettes ou bleues. Donc c'est le rouge qui prédomine fortement sur les autres couleurs. Donc globalement, la perception visuelle au niveau de la couleur que nous obtenons de cette étoile est plutôt rouge. À l'opposé, si on regarde cette étoile, et si on se limite à observer le profil spectral dans la zone du visible, donc ici nous avons une forte intensité lumineuse au niveau du violet et du bleu, par contre une très faible intensité lumineuse au niveau du rouge-orange. Donc le bleu et le violet prédominent beaucoup, indicateur d'une température élevée, et l'étoile apparaît bleue. Au niveau intermédiaire, dans des températures ici exprimées en Kelvin intermédiaires, ici avec une température de 5800 Kelvin, nous avons des étoiles, un peu comme notre Soleil, l'étoile de notre système solaire, de notre système planétaire, qui a une courbe dont le pic se trouve relativement bien centré dans la zone du visible. Les couleurs du spectre visible sont donc relativement équilibrées les unes avec les autres, dans des proportions semblables, et un mélange en proportions semblables de couleurs du spectre visible donne une sensation qui tend vers le blanc, même si ici c'est un petit peu jaune. Donc voilà comment nous avons utilisé pour l'instant les spectres continus émis par des corps pour évaluer la température de ces corps. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier un autre type de spectre dans un autre objectif. Cette fois, nous allons essayer de faire une analyse de la composition chimique et plus particulièrement étudier ou évaluer la présence de certains éléments chimiques dans le corps d'où nous vient la lumière que l'on va analyser.
Et donc pour cela, nous allons étudier un type de spectre bien particulier qu'on appelle les spectres de Ray. Donc qui, à l'inverse des spectres continus, ne présentent pas une infinité de radiations, mais oui, un nombre bien précis et limité de radiations. Ici sur l'image, vous pouvez voir donc différents spectres de raies d'émission, on verra plus tard ce que c'est, pour différents éléments chimiques comme l'hydrogène, l'hélium, le mercure ou encore l'uranium. Nous verrons que chaque élément chimique présente des raies à des longueurs d'onde de valeur bien spécifiques, et ceci va constituer une espèce de code, une espèce d'empreinte digitale caractéristique de chaque élément chimique. Nous verrons donc des spectres qui présentent des raies, mais pas seulement des spectres de raies d'émission comme celui qui se trouve ici en bas, mais aussi des raies d'absorption, spectres de raies d'absorption, qui sont un peu comme, on va dire, le négatif, l'opposé d'un spectre de raies d'émission. Une fois de plus, chaque élément chimique, sodium, mercure, lithium, ayant des raies à des endroits, à des longueurs d'onde bien particulières. Globalement, dans l'ensemble de ce chapitre, nous aurons vu 3 types de spectres. Les spectres continus, comme celui-ci, émis par des corps chauds. Des spectres de raies, comme ces deux-là, avec 2 situations différentes. Nous observons un spectre de raies d'émission lorsque la lumière étudiée provient d'un gaz. Alors, il faut déjà que la matière soit à l'état gazeux, il faut que ce soit une matière peu dense. Un gaz chaud, élevé donc à une température suffisamment élevée. Cette lumière émise par le gaz chaud est ensuite dispersée par un prisme, décomposée, et on obtient le spectre dans lequel on observe des raies colorées sur fond noir. On appelle ça un spectre de raies d'émission. L'autre type de spectre que nous étudierons, les spectres de raies d'absorption. Alors eux, comment est-ce qu'ils sont obtenus? Eh bien, on prend tout d'abord un corps chaud, qui je rappelle, comme celui-ci ici, émet un spectre continu, sauf que le spectre continu de lumière passera cette fois à travers le gaz, mais à travers le gaz froid. Dans ce cas-là, la lumière, le spectre continu, en passant à travers le gaz froid, se verra voler, retirer, absorber certaines radiations. Donc en fait, le gaz va bloquer ici à ce niveau le passage de certaines radiations. Certaines radiations ne passeront pas, elles seront absorbées par le gaz. Et donc, dans le spectre final qu'on observera, nous aurons ici des radiations manquantes, ici représentées par des failles, des raies, on appelle ça quand même des raies, sauf que cette fois, ce sont des raies d'absorption, des raies qui représentent ici une absence de la radiation, car la radiation est restée bloquée, entre guillemets, on devrait dire plutôt absorbée, dans le gaz froid. Donc je vous mets ici un petit texte qui résume un petit peu ce que je viens de dire jusqu'à présent, avec, dans le dernier paragraphe en particulier, bien retenir que l'observation et l'analyse de ces spectres de raies que l'on va voir juste après a surtout pour objectif de déterminer la nature des éléments chimiques présents dans un échantillon gazeux. Alors commençons par les spectres de raies d'émission. Donc, comment est-ce qu'on obtient un spectre de raies d'émission? Eh bien, il faut qu'un gaz élémentaire soit porté à haute température. Alors, porté à haute température, pourquoi? Eh bien, pour que ce gaz émette de la lumière, pour qu'il émette sa propre lumière. Nous allons réussir à augmenter la température du gaz soit par chauffage, soit par décharge électrique. Donc, par exemple ici, nous avons réussi à exciter, à chauffer le gaz grâce à la chaleur apportée par une flamme. Ce que vous voyez ici à l'image est appelé souvent un test de flamme. Et il montre que chaque élément chimique, ici le barium, le strontium, le lithium, le sodium, le cuivre ou le potassium, lorsqu'ils vont être excités, vont émettre ensuite des lumières de différentes couleurs. Donc chaque élément chimique va émettre une lumière avec des caractéristiques bien particulières. Mais plus qu'observer ces lumières à l'œil nu, il est plus important de les observer à travers un spectroscope ou un spectrophotomètre, c'est-à-dire un appareil qui va nous donner le spectre exact de cette lumière. Nous pouvons aussi exciter, chauffer le gaz par une décharge électrique. Donc, par exemple ici, le gaz mercure est enfermé dans cette ampoule à l'état gazeux sous faible pression, et par de l'électricité, nous allons simplement chauffer ce gaz. Nous appelons en général ces lampes des lampes spectrales, car ce sont des lampes qui ont pour objectif de permettre d'observer le spectre d'émission d'un certain élément chimique, ici le mercure. Donc voilà, pour obtenir les spectres de raies d'émission, je rappelle donc une dernière fois qu'il nous faut une espèce chimique, une substance, ou éventuellement un mélange de substances, à l'état gazeux sous faible pression.
Chauffé à haute température, ce gaz émettra de la lumière. Cette lumière, conduite ici à travers une fente, incide sur le prisme qui va servir de système dispersif, qui va disperser, décomposer la lumière émise par le gaz, et nous pourrons alors observer le spectre d'émission émis par les éléments chimiques qui se trouvent présents dans ce gaz. Ici, nous pouvons voir par exemple que le gaz en question émet 3 raies ici dans la zone du bleu et une raie ici dans la zone du rouge. C'est un spectre de raies d'émission. Voilà, donc il faut bien savoir que le spectre émis par un élément chimique à l'état gazeux est un spectre discontinu. Donc on n'a pas une infinité de radiation, mais oui un nombre bien défini, bien limité de radiation. Et ce spectre de raies d'émission, eh bien, il faut savoir qu'il est caractéristique de chaque élément chimique. Donc, par exemple, ici, on observe le spectre de raies d'émission de l'azote. Si j'observais un spectre de raies d'émission d'un autre élément chimique, je n'aurais pas les mêmes raies, je n'aurais pas le même nombre de raies, je n'aurais pas les mêmes raies aux mêmes endroits, aux mêmes longueurs d'onde. Donc, c'est vraiment cet ensemble de spectres de raies d'émission, c'est vraiment, comme je le dis ici, un code qui identifie l'élément chimique. On fait souvent la comparaison avec les codes barres, par exemple, qui identifient les produits vendus dans un supermarché. Chacun a son code barre qui identifie le produit que vous allez acheter. Et bien ici, c'est un code, pas un code barre bien sûr, mais un code de lumière qui identifie chaque élément chimique. Donc je peux vous montrer ici différents spectres de raies d'émission pour différents éléments chimiques. Donc voici par exemple le spectre de raies d'émission de l'hélium, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du magnésium, et je pense que vous avez compris que chaque élément chimique présente donc un spectre de raies différent et qui lui est propre, qui lui est caractéristique. Voilà, ici sur cette image, vous pouvez donc voir différents éléments chimiques, la lumière qu'ils émettent vue à l'œil nu, et ici les spectres, une fois cette lumière dispersée et décomposée, chaque élément chimique présente son spectre de raies qui lui est bien spécifique. Passons alors maintenant au spectre de raies d'absorption. Alors, quand est-ce qu'on va obtenir cette fois un spectre de raies d'absorption? Et nous pouvons aussi travailler avec des spectres de raies d'absorption. Eh bien, cette fois-ci, au lieu de chauffer le gaz pour qu'il émette sa propre lumière, eh bien non, cette fois, nous allons prendre une source de lumière blanche, donc qui va émettre un spectre de lumière continue. Nous allons envoyer cette lumière continue, je répète, à travers la matière gazeuse que l'on veut étudier. Attention, cette fois, il faut que le gaz soit plus froid. Qu'est-ce qui va se passer alors? Nous prenons ici comme exemple une lampe à incandescence, qui est un corps chaud qui émet un spectre de lumière qui est continu. Et cette lumière, attention, cette fois, elle devra passer à travers ce gaz. Et ce gaz, pour utiliser un mot qui est peut-être incorrect, mais on va dire comme ça, va filtrer ces différentes radiations, c'est-à-dire qu'il va en laisser passer certaines et ne pas en laisser passer d'autres. Donc il va être sélectif. Et quelles sont les radiations qu'il va sélectionner? Eh bien, ça va dépendre de la nature de ce gaz. À l'autre bout, nous obtiendrons donc le spectre de lumière avec quelques radiations manquantes, représentées ici par des raies noires, les radiations que ce gaz aura absorbées. Et c'est pour ça qu'on appelle un spectre de raies d'absorption. Les raies noires représentent les raies absorbées par ce gaz. Voilà, donc par exemple ici, je vous montre le spectre de raies, cette fois non pas d'émission, mais oui, d'absorption de l'azote. Une fois de plus, chaque élément chimique aura son spectre de raies d'absorption. Alors petit c, parlons de correspondance entre les spectres de raies, correspondance entre spectre de raies d'émission et raies d'absorption. Eh bien c'est tout simple, cette partie sert juste à dire que si vous observez le spectre de raies d'émission ou le spectre de raies d'absorption d'un même élément chimique, que ce soit les raies colorées du spectre de raies d'émission ou les raies noires du spectre de raies d'absorption, eh bien pour un même élément chimique, elles ont lieu aux mêmes longueurs d'onde. Donc, par exemple ici, on peut voir le spectre de raies d'émission de l'hydrogène, ainsi que le spectre de raies d'absorption de l'hydrogène aussi. Donc, que ce soit les raies colorées ou les raies noires ou sombres, eh bien elles apparaissent dans la même longueur d'onde. On dit souvent donc que le spectre de raies d'émission et le spectre de raies d'absorption d'un même élément chimique sont complémentaires.
Voilà, si on emboîtait ce spectre dans celui-là, on obtiendrait un spectre continu. Alors maintenant, nous en savons un peu plus sur les spectres de Ray. Nous allons voir comment est-ce que nous les utilisons et à quelle fin. Donc, je vous avais dit au début de la vidéo que ces spectres de Ray, ils vont surtout être utilisés pour déterminer la composition chimique, en termes d'éléments chimiques, de la matière, de l'objet qui a émis la lumière que nous sommes en train d'observer, ou alors, à la limite, l'objet par lequel un spectre continu est passé à travers. Et nous appliquerons en particulier ce genre de technique à l'étude de la composition chimique, en particulier de l'atmosphère des étoiles. Alors parlons justement d'étoiles. Comment ça va se passer? C'est pas très compliqué. Si on prend une étoile, comme par exemple ici, je pense que ce serait le Soleil qui est représenté d'une façon pour l'instant simpliste, cette partie très dense d'une étoile émet tout d'abord un spectre de lumière continu. Donc on pourrait être en droit de penser que lorsqu'on observe la lumière qui nous parvient d'une étoile, nous devrions recevoir de la lumière dont le spectre est continu. Cependant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pourquoi? Parce que la lumière, avant de quitter définitivement l'étoile, elle doit encore traverser l'atmosphère de cette étoile. Et cette atmosphère constitue une enveloppe gazeuse qui se trouve à une température inférieure à celle de l'étoile. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette atmosphère gazeuse va absorber certaines des radiations du spectre continu émis par l'étoile. Et donc, au final, ce qu'on va obtenir, c'est en fait un spectre de raies d'absorption. Et les raies que l'on observe, parce que cette lumière, elle arrivera un jour jusqu'à nous, sur la planète Terre, les raies que l'on observe dans le spectre de l'étoile seront des indicateurs de la nature des éléments chimiques présents dans l'atmosphère des étoiles. Avec cette autre image, si vous préférez, donc, une fois de plus, le cœur de l'étoile, la partie centrale de l'étoile, produit un spectre d'émission continue. Mais, deuxièmement, la lumière continue, oui, mais elle doit traverser l'atmosphère de l'étoile. Et lors de cette traversée, les éléments chimiques présents dans l'étoile vont absorber certaines radiations. Et au final, lorsqu'on va décomposer la lumière, nous observons les raies d'absorption qui sont caractéristiques des éléments chimiques présents dans cette étoile. Alors c'est M. Fraunhofer qui le premier observe ces raies dans le spectre que l'on reçoit du Soleil. Vous avez donc ici une image très détaillée et très allongée du spectre de la lumière que l'on reçoit tout simplement de notre étoile, avec plein de raies d'absorption, car en fait il y a plein d'éléments chimiques présents dans le Soleil, donc qui vont contribuer ici avec plein de raies d'absorption. Et l'analyse de ces raies, et surtout à quelle longueur d'onde elles ont lieu, nous permet de dire quels sont les éléments chimiques présents dans le Soleil. Alors nous allons faire un petit peu cette analyse spectrale, et pour cela, on peut se baser sur deux choses. Soit on se base d'une façon assez simpliste sur le spectre de la lumière, ou alors nous pouvons traduire, et c'est normalement ce qui se fait en général avec les dispositifs plus sophistiqués, nous pouvons traduire ce spectre en un profil spectral. Donc un graphique qui mesure l'intensité lumineuse de chaque radiation en fonction de leur longueur d'onde. Donc ce profil spectral, et vous en avez déjà vu avant, mais ils étaient assez lisses, celui-là il présente plein de creux et plein de dents. Et bien en fait, pourquoi il est comme ça? Eh bien parce que, comme vous pouvez le voir dans le spectre, il y a plein de raies d'absorption. C'est une espèce de petite raie noire, absence de lumière. Or, une absence de lumière, eh bien c'est un manque d'intensité lumineuse. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une raie sombre qui est bien visible ici sur le spectre, eh bien dans le profil spectral, vous retrouvez un creux. Alors ces creux, ces pics à l'envers, des fois on dit comme ça, on les appelle plutôt des minima, parce que ce sont des minima d'intensité. Donc il faut savoir que lorsqu'on observe un profil spectral, le profil spectral d'une étoile, comme ici par exemple, eh bien à chaque fois que vous voyez une espèce de gros creux comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là et celui-là, eh bien ça veut dire qu'il y a une forte absorption dans cette longueur d'onde. Donc ici par exemple, dans ce spectre, nous voyons une forte absorption de lumière, une forte raie sombre, aux alentours de, allez, disons, 435 nanomètres. Ou encore ici, aux alentours de 480 nanomètres, ou encore, si on prend celle-là, autour de 515, 520 nanomètres. Alors au final, grâce à toutes les connaissances qu'on a eues jusqu'à présent, eh bien l'objectif est maintenant d'appliquer ces connaissances
de façon à faire quoi? Eh bien, d'utiliser, que ce soit, excusez-moi, je reviens en arrière 2 secondes, le spectre obtenu de la lumière, ou que ce soit le profil spectral, pour obtenir des informations, d'une part, sur la température de l'étoile, ou en vérité d'un tout autre objet, d'accord, mais aussi sur la composition chimique de l'étoile. Donc voilà les informations que les spectres, les profils spectraux vont nous apporter. Quelle est la température de l'étoile? Est-ce que c'est une température élevée, une température basse? Et puis, d'un autre côté, une information sur la composition chimique. Est-ce que dans cette étoile, il y a de l'hydrogène, du calcium, de l'oxygène, du carbone, etc., etc. Je ne sais pas. D'accord? Donc, pour résumer, la température de l'étoile, comment est-ce qu'on peut la voir? Eh bien, de deux façons différentes. À travers le spectre, il faut voir si le spectre est très enrichi en bleu ou au contraire s'il est très appauvri en bleu. Ou alors, si on regarde à travers la courbe du profil spectral, voir si le pic de la courbe est plutôt dans les petites longueurs d'onde ou dans les grandes longueurs d'onde. En ce qui concerne la composition chimique de l'étoile, eh bien, il faudra comparer les raies d'absorption présentes dans le spectre de l'étoile avec les raies qui sont connues et répertoriées des différents éléments chimiques du tableau périodique. Alors sur ce dernier point, je vous propose un petit exercice. Nous allons prendre ici une petite animation. Donc prenons cette petite animation pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser le spectre d'absorption d'une étoile et le comparer au spectre d'émission de différents éléments chimiques pour voir si ces éléments chimiques sont présents ou non dans l'étoile. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir qu'en fait c'est très simple. Donc, je vais pointer ici vers une de ces étoiles de cette constellation. Par exemple ici vers l'étoile qui se nomme Vega. Si je clique dessus, ici la petite animation, le petit software, me présente alors le spectre d'absorption de Vega. Et je vois qu'il contient donc des raies d'absorption, ce qui est tout à fait normal pour le spectre venu d'une étoile. Maintenant, je cherche à savoir, et ici on n'a pas mis toute la panoplie des 100 et quelques éléments chimiques, donc on va simplifier un petit peu cette animation. Ici, je vous mets simplement au défi de dire si dans l'étoile Vega, dans l'atmosphère de l'étoile Vega plus particulièrement, est-ce qu'il y a de l'hydrogène, du titane, du sodium, de l'argon, du calcium, du mercure, du lithium et ou du fer. Donc pour cela, on va cliquer sur chacun de ces éléments chimiques et quand je clique dessus, il est sélectionné, je peux voir le spectre de raies d'émission caractéristique de cet élément chimique. Bien sûr, attention, ici ce sont des spectres simplifiés. Mais ici, l'hydrogène présente 4 raies dans son spectre d'émission, de raies. Y a-t-il présence ou non d'hydrogène dans l'étoile Vega? Eh bien, la réponse est oui, si toutes les raies du spectre d'émission de l'hydrogène se retrouvent dans le spectre d'absorption de Vega, sans exception. Donc, voyons voir si les raies, en fait, c'est une histoire d'alignement, voir si les raies de l'hydrogène sont alignées avec certaines raies de l'étoile Vega. Donc ici, on voit que l'alignement est bon, ici aussi, et ici finalement aussi, on voit que nous avons une raie, ici, à la même longueur d'onde. Ici, environ une longueur d'onde de 650 nanomètres. Donc je retrouve toutes les raies de l'hydrogène dans le spectre de Vega. L'étoile Vega contient de l'hydrogène. Voyons voir maintenant si elle contient du titane. Donc je vais pour l'instant désélectionner l'hydrogène et m'intéresser au titane. Est-ce qu'il y a du titane dans Vega? Eh bien, tout simplement, la réponse ici est non. Car il suffit de voir par exemple cette raie pour voir que cette raie du spectre du titane ne trouve aucune raie correspondante noire dans le spectre de l'étoile Vega. L'étoile Vega ne contient donc pas de titane. Intéressons-nous maintenant au sodium, qui présente ici une seule raie. Eh bien, aucune correspondance là non plus dans le spectre de Vega. Donc, Vega ne contient pas de sodium. Et puis, on fait ce travail, ainsi de suite. Donc, regardons ici l'argon. L'argon, on dirait que ça marche ici. Donc, je retrouve ici la correspondance alignée. Pour cette raie aussi. Pour celle-ci aussi. Cette raie retrouve ici une correspondance avec celle-ci. Ces raies sont effectivement aussi alignées. Et celle-là aussi. Donc, je retiens, l'argon est présent dans l'étoile Vega. Le calcium, pas du tout. Par exemple, cette raie ne trouve aucune correspondance. Le mercure, non plus. La sarate. Le lithium, difficile à dire, mais on dirait que oui. Ici, je trouve un alignement, et là aussi. Et finalement,
le fer, où là, pas du tout. On voit d'ailleurs que c'est très assez large. Je ne trouve aucune correspondance de ray dans le spectre de l'étoile. Donc finalement, on avait quoi? L'hydrogène. Je vais le laisser. Je vais superposer ici le spectre, pardon, c'était de l'argon. Donc je vais rajouter ici, on a maintenant les rays de l'hydrogène et de l'argon. Et encore, le lithium. Et finalement, je vois quoi? En mettant ces trois éléments chimiques avec tous leurs trois spectres confondus, je complète finalement toutes les raies d'absorption présentes dans le spectre de Vega. J'en conclus donc que les éléments chimiques présents dans l'étoile Vega sont le lithium, l'argon et l'hydrogène. Faisons l'exemple à nouveau pour une autre étoile. Allons voir maintenant l'étoile Deneb. Je clique dessus. J'obtiens donc ici le spectre de raie d'absorption de l'étoile Deneb. Et je me demande maintenant quels sont les éléments chimiques présents dans cette étoile. L'hydrogène, eh bien non, on peut voir qu'il n'y a pas de correspondance ici. Cette raie ne trouve aucune correspondance en termes de raie d'absorption dans le spectre de l'étoile. Le titane peut-être? On dirait que oui. Ici, c'est aligné. Ici aussi, c'est aligné. Le sodium, je le retrouve aussi. Alignement parfait ici. L'argon aussi. Cette raie est alignée. Cette raie aussi, celle-ci aussi. Toutes les raies sont alignées. Le calcium, et vous remarquez que cette fois, je laisse les raies des éléments chimiques précédents qui ont été validés. Le calcium, si je clignote comme ça, c'est un peu plus facile. Eh bien, on voit que non. Pourquoi? Il suffit de regarder par exemple ces raies-là, qui ne trouvent aucune correspondance ici. Donc, je vais enlever le calcium. Est-ce que j'ai déjà trouvé tous les éléments chimiques? Bien non, je peux voir que j'ai encore ici des raies dans le spectre de l'étoile qui n'ont trouvé encore aucune raie correspondante chez les éléments chimiques. Donc, il faut que je continue mon travail. Le mercure est-il présent? On voit que non, il n'y a pas de correspondance. Il suffit par exemple de prendre cette raie. Donc je l'enlève. Le lithium non plus, n'est pas présent. On voit que cette raie jaune qui apparaît lorsque je rajoute le lithium ne trouve aucune correspondance ici en bas. Et finalement, le fer, ça peut être que lui. Je vois que quand je rajoute le fer, ici en cliquant plusieurs fois, vous voyez, eh bien, je complète les raies qui manquaient ici. Donc maintenant, nous avons deux spectres qui sont parfaitement complémentaires l'un de l'autre, ce qui veut dire que j'ai trouvé tous les éléments chimiques présents dans l'étoile Deneb. L'étoile Deneb contient donc du fer, du sodium, du titane et de l'argon. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exemple. Vous aurez donc à faire de même. Voilà, maintenant, pour, on va dire, allez, asseoir un petit peu les idées, nous allons faire deux petits travaux que vous trouvez dans votre manuel, qui nous obligeront donc à revoir un petit peu les différentes notions abordées dans ce chapitre au niveau du spectre, des spectres, pardon, mais aussi à utiliser non seulement les spectres, que ce soit des spectres de raies d'absorption comme vous voyez ici en haut, ou encore des spectres de raies d'émission comme ceci en bas, mais encore cette courbe que l'on appelle le profil spectral. Alors dans cette activité, nous parlons d'une étoile qu'on appelle l'étoile Vega, une étoile présentée dans le document 9 de la page, et cette étoile, on peut déjà voir, rien que par l'image, qu'elle présente une certaine couleur bleutée, ce qui dit déjà certaines choses au sujet de cette étoile. Si vous vous en souvenez, normalement donc, pour ne pas faire de secret, une étoile normalement dont la température est assez élevée. On peut d'ailleurs le voir directement dans ce tableau. L'étoile Vega a une température, attention, ce sont des températures de surface de 9300 degrés Celsius, contre par exemple la température de surface de notre Soleil, de notre étoile à nous, qui est de seulement 5700 degrés Celsius. Bon, la première question demandait, le spectre de la lumière émise par Vega présente des raies sombres, noires, qui correspondent à des radiations lumineuses absorbées par l'atmosphère de Vega. Comment ces radiations apparaissent-elles sur le profil spectral de la lumière émise par Vega? Donc, il se réfère ici à ce spectre, et les raies noires ou sombres, comme ils disent, ce sont ces traits noirs que vous voyez ici. Comment ces traits noirs sont traduites dans un profil spectral qui est la courbe que vous voyez juste en dessous ici? Eh bien, chaque raie noire correspond en fait à cette espèce de pic que j'ai dit auparavant, on appelait un minima d'intensité lumineuse. Ensuite, à la question 2A, comparer les raies noires les plus marquées du spectre ou les minima du profil spectral avec les raies des spectres du document 11. Eh bien, une fois de plus, il s'agit de voir les alignements.
Donc nous avons ici les raies d'absorption, qui correspondent donc dans le profil spectral de l'étoile Vega à des minima. Et si on les compare avec les raies d'émission de ces éléments chimiques, ici on peut voir dans la légende, ça c'est le spectre de raies d'émission de l'élément hydrogène, et celui du bas c'est le spectre de raies d'émission du mercure, eh bien nous pourrons voir que dans certains cas, il y a un alignement. Donc par exemple, cette raie d'absorption, qui est alignée donc avec ce minima dans le spectre de l'étoile Vega, va se trouver à la même longueur d'onde que cette raie caractéristique de l'élément chimique hydrogène. Donc on est déjà bien parti pour dire que dans l'étoile Vega, il y a peut-être de l'hydrogène. Mais il faut que ça se vérifie pour toutes les raies de l'hydrogène. Donc, on a encore deux raies à vérifier. On peut voir que cette raie de l'hydrogène est alignée à la même longueur d'onde que ce minima ou cette raie de l'étoile Vega. Et pour la dernière, ici, nous trouvons aussi un alignement, environ 655 nanomètres. Pardon, ici, donc cette raie est parfaitement alignée avec, ici, ce minima qui correspond à cette raie de l'étoile Vega. Donc nous avons trouvé un alignement, une correspondance pour toutes les raies de l'hydrogène. On peut donc conclure sans hésitation qu'il y a de l'hydrogène dans l'étoile Vega. Par contre, nous ne pouvons pas dire la même chose pour le mercure. Il semble qu'il n'y ait pas de mercure dans l'étoile Vega. Pourquoi? Eh bien, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Par exemple, si on prend juste cette raie, qui se trouve à environ 545 nanomètres, eh bien, si je cherche une correspondance dans le profil spectral, je ne vois ici absolument aucun minima. Et si je cherche dans le spectre de l'étoile Vega, je ne trouve ici aucune raie sombre. Ce qui veut dire donc que cette raie, je ne la trouve pas, cette raie du mercure, je ne la trouve pas dans l'étoile Vega, et c'est déjà suffisant pour dire que dans l'étoile Vega, il n'y a pas de mercure. Donc d'une certaine façon, j'ai déjà répondu à la question 2B. En déduire le nom d'une entité présente dans l'atmosphère de l'étoile Vega, eh bien, il s'agit de l'hydrogène, mais pas de mercure. Question 3. Comment varie globalement l'intensité lumineuse émise par Vega en fonction des longueurs d'onde des radiations émises? Donc ici, il fallait se rapporter au graphique, où nous avons ici donc en ordonnée l'intensité lumineuse, en fonction de, ici en abscisse, la longueur d'onde. Ce qu'on peut voir globalement, c'est que plus la longueur d'onde augmente, ici en abscisse, plus l'intensité lumineuse diminue. Je dis bien globalement. Question 4. Observé au télescope, Vega apparaît bleuté. Interprétez ce résultat. Eh bien, nous avions vu auparavant que les étoiles de couleur plutôt bleue correspondent à des étoiles de température plutôt élevée. On peut voir ici que le maximum de la courbe se passe vers des faibles longueurs d'onde. D'ailleurs, dans le tableau, on nous dit carrément que la longueur d'onde qui correspond au maximum de la courbe est à 300 nanomètres, donc une faible longueur d'onde, ce qui veut dire une température élevée. Et d'ailleurs, donc à ce sujet, à la question 5, on demandait de déterminer à partir de ce tableau comment évolue la longueur d'onde lambda max avec la température de surface des étoiles. Eh bien, si on analyse comment évolue la température ici en fonction de la longueur d'onde du pic de la courbe, donc la longueur d'onde maximale, on peut voir que plus la longueur d'onde maximale est grande, plus la température est petite. Donc finalement, question 6, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme renseignement sur la lumière venue d'une étoile, et donc sur l'étoile elle-même? Eh bien, deux renseignements. Un premier renseignement au niveau de la température, le fait que le pic du profil spectral, ici, corresponde à une longueur d'onde relativement petite, veut dire que la température de l'étoile est élevée. Ce qui d'ailleurs se disait déjà très bien par la couleur bleue de l'étoile, ou encore par le fait qu'il y ait beaucoup de bleu-violet dans le spectre de l'étoile ici en haut. La deuxième information que l'on obtient au sujet de l'étoile, c'est une information sur sa composition chimique, en termes de présence d'éléments chimiques, grâce à la position, en termes de longueur d'onde, à la position des raies ou des minima, que l'on voit sur le spectre ou sur le profil spectral. On peut comparer la position de ces raies aux positions des raies de différents éléments chimiques.
pour déterminer quels sont les éléments chimiques présents dans cette étoile. Deuxième problème que je vous propose, donc ceci est un problème que vous allez aussi retrouver dans votre livre, à la page 36. Et donc là, à nouveau, cette fois, on va se baser seulement sur le profil spectral provenant d'une étoile. Donc, une fois de plus, quels sont les réflexes quand on observe un profil spectral? D'une part, c'est de chercher le maximum de la courbe pour voir à quelle longueur d'onde est-ce qu'il correspond, voir si cette longueur d'onde qu'on appelle lambda max est plutôt petite ou plutôt grande. Plus elle sera petite, plus la température de l'étoile est élevée, et vice-versa. L'autre réflexe, quand on observe une courbe de profil spectral provenant d'une étoile, c'est d'observer et de rechercher des minima. Donc ces pics que vous voyez ici, là, là, là. Alors vous allez me dire, il y en a des centaines ici, mais on cherche bien sûr seulement les minima les plus accentués, les plus visibles. C'est pour ça que je me réfère à celui-ci, 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 à la limite celui-ci, ou encore ces deux petits pics-là. Bon, c'est un petit peu relatif. Alors, voyons voir. Tout d'abord, on vous propose dans cet exercice une relation mathématique qui permet de relationner la température de surface de l'étoile, ici désignée par θ, mesurée en degrés Celsius, et, toujours dans la même expression, lambda max, lambda qui veut dire longueur d'onde, vous voyez ici en abscisse, max, c'est-à-dire la longueur d'onde qui correspond au maximum d'intensité. Donc je prends le maximum d'intensité et je trouve ici le lambda max. On vous donne aussi les longueurs d'onde caractéristiques du spectre de deux éléments chimiques, l'hydrogène H et le sodium Na. Voilà, alors première question, on vous demandait d'évaluer la longueur d'onde lambda max de la radiation émise par cette étoile avec un maximum d'intensité. Donc on va trouver lambda max. Donc je vais d'abord situer ici par cette ligne où est le maximum d'intensité émise, c'est à ce niveau-là. Je trouve donc ce point comme étant le maximum de la courbe, et maintenant je projette vers l'axe des abscisses, où je vais trouver ici en bas la valeur de mon lambda max, que j'estime ici approximativement à 470 nanomètres. Voilà comment est-ce qu'on trouve la valeur de lambda max. À quoi est liée la valeur de lambda max? On vous demandait ensuite. Eh bien, comme l'indique cette relation, la valeur de lambda max est liée à la température de surface de l'étoile, θ. C'est tout. Deuxième question, donner une estimation de la température de surface de l'étoile. Eh bien, il suffit de mettre la valeur de lambda max. On vous dit ici qu'elle doit être exprimée en nanomètres, donc c'est déjà le cas, tant mieux, qui vaut 470 nanomètres. Je place cette valeur ici, je fais le calcul et je trouve une température, comme vous le voyez dans les solutions juste à côté du problème, d'environ 5880 degrés Celsius, soit arrondi 6000 degrés Celsius. Voilà comment est-ce qu'on peut obtenir la température de l'étoile. Troisième question, et surtout deuxième utilité du profil spectral, découvrir quels sont les éléments chimiques présents dans cette étoile. Donc cette fois, on va regarder les raies, les minima, ces pics-là. Donc, peut-on déceler, on vous demandait, peut-on déceler la présence d'hydrogène et de sodium dans l'atmosphère de cette étoile? Eh bien, s'il y a de l'hydrogène, je devrais observer des raies qui tombent sur des longueurs d'onde, ici en bas en abscisse, de 397 nanomètres, 410, 434, 486 et 656 nanomètres. Alors voyons voir. Est-ce que je trouve une raie à 397 nanomètres? Alors 397 nanomètres, ça se trouve très très proche ici des 400. Je peux associer ça à ce minima, cette raie. Vous voyez ce pic ici? Je dois trouver, s'il y a de l'hydrogène dans cette étoile, je dois trouver un minima à 410 nanomètres. Alors 410 nanomètres, celle-ci elle est un peu plus difficile à trouver, un peu plus confuse, je vous avoue, mais ça pourrait correspondre à quelque chose par là. Bon, un peu difficile à dire. Est-ce que je trouve une raie à 434 nanomètres? Alors celle-ci, elle ne laisse aucun doute, elle va correspondre à cette raie-là, qui se trouve effectivement aux alentours de 434-435 nanomètres. Une raie à 486 nanomètres. Alors 486 nanomètres, ça pourrait correspondre environ ici donc à cette raie-là. Et est-ce qu'il y a une raie à 656 nanomètres? Eh bien 656 nanomètres, ça se trouve environ ici, ce qui peut correspondre à cette raie-là. Donc, je dirais que oui, il y a présence d'hydrogène dans cette étoile.
Maintenant, est-ce qu'il y a présence de sodium? Eh bien pour cela, il me suffit d'avoir une raie à 589 nanomètres. Alors 589, ça se situe environ par là. Est-ce que je trouve une raie dans cette zone? Eh bien oui, je trouve ici une raie, ce petit minima. Donc je peux conclure qu'il y a effectivement aussi du sodium dans cette étoile. Voilà les élèves, maintenant c'est à vous de jouer. Donc, suivez bien les consignes données sur Pronote. Je vous ai conseillé une petite vidéo, regardez-la. Elle va être très utile pour organiser un petit peu les idées. Et bien sûr, faites les exercices recommandés. Et si vous avez des questions, vous savez, n'hésitez pas. À bientôt.